les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Je connais le kung-fu. Prouve-le-moi. 4e cap. Le petit dragon accroche sa proie. Et avec sa queue, il frappe. Bien joué. Mais une brique ne rend jamais les coups. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 42e épisode de Hacking dans ton podcast, le podcast qui met les pieds où il veut et c'est souvent dans les oreilles. Et comme à l'accoutumée, mon pote Seb m'accompagnera tout au long de cet épisode. Alors déjà, comment vas-tu mon cher Seb ? Hey, salut mon petit Jazz, bah écoute, ça va super bien. Il s'est fait attendre hein, celui-là, hein. On va se le dire cet épisode. Bon, c'est le 42e, vous l'attendez, il n'y a pas de souci, mais en fait c'est surtout le contenu de cet épisode qui s'est fait attendre. Ouais, on l'a longtemps entendu, surtout toi. T'en étais pas dans la dépression. Ouais. Ah bah oui, bah, je voyais tout le monde le recevoir et moi rien du tout. Alors forcément, j'ai eu un peu les boules au départ. J'avais le seum. Mais sans déflorer notre avis, je pense que ça a fait du bon de patienter pour découvrir ce petit bijou. Ah bah j'ai passé mon week-end à le regarder, donc ouais, c'était vraiment. Et à le poncer dans tous les sens. Et le poncer en tous les sens avec les bonus et tout ça, donc je suis assez content. Mais avant de commencer cet épisode de choc, nous allons répéter le concept. Ouais, je sais. Ouais. Donc on a choisi un film d'arts martiaux dans lequel on va revenir sur une scène qui est pour nous emblématique et qui a le seul mérite qu'on s'intéresse au film. Bien évidemment, au préalable, on vous parlera du film, de l'art martial pratiqué par le comédien ou la comédienne, du casting, des anecdotes et on vous donnera notre avis. Bon, mon cher Seb, voici enfin l'épisode que les auditrices et auditeurs attendent toutes et tous. Hein. Parce que on l'a teasé depuis très longtemps, ça doit être le 39e épisode à la base. Donc j'ai enfin reçu mon colis du Chat qui fume. Donc nous allons pouvoir parler de Writing Wrongs, aka Une flic de choc de Corey Yun. Et tout de suite, la bande-annonce. C'est parti.我會親自證明呢樣嘢。咁中意做獵人，去森林打雀仔啦，想打老虎啊？幾時輪到你啊？我鬼婆向來踢鬥，對眼永遠有前冇後。Donc, une flic de choc, donc Writing Wrongs, est sorti en 86, c'est réalisé par Corey Yun, produit et interprété par Yum Biao et avec Cynthia Rothrock. Alors, bien que en fait sa filmographie soit longue comme le bras, mais on en parlera, hein, Une flic de choc reste le film le plus important et connu de Yum Biao, hors les films dans lesquels il a joué avec Sammo Hung et Jackie Chan. Pour rappel, le long métrage a été un véritable succès au box-office puisqu'il a rapporté 10 millions de dollars hongkongais. Mon cher Seb, peux-tu nous parler de ce film, de l'histoire de ce film ? Oui, l'histoire de ce film. Alors on suit donc le personnage de Yun Biao qui joue en fait le rôle d'un avocat
Avocat plutôt du côté, tu sais, si on doit prendre un peu le système à l'américaine, tu sais, c'est un peu l'avocat pour de la défense. Ouais, de la défense. Partie civile. Ouais, c'est la partie civile, ouais, tu sais ça, souvent. Il essaie de faire respecter la loi, sauf que il se rend compte que le système est un peu pas corrompu, mais a tendance, avec ce système fait où il faut absolument trouver des preuves, il essaie de faire condamner des grands parrains de la mafia chinoise, sauf qu'à chaque fois, ça tombe à l'eau parce que ces gens-là ont le bras très long, ont des gens un peu bien placés qui arrivent à chaque fois à faire en sorte qu'ils soient innocentés. Sauf que Yun Biao, ça va commencer sérieusement à l'agacer et il va se décider à se faire justice lui-même et aller en découdre avec les méchants la nuit. Donc en fait, il est avocat le jour, il est justicier la nuit. Bon, est-ce que ça vous rappelle un petit peu un concept bon, un petit peu. Ouais. Un petit peu. C'est des histoires un petit peu éculées. Comment Daredevil. Entre autres, ouais. Sauf que en fait, ces actions vont attirer la curiosité d'une flic très investie dans son boulot pour justement faire aussi appliquer la justice en la personne d'une certaine Cynthia Rothrock. Donc voilà, c'est surtout un prétexte pour faire c'est en fait on le dit, c'est un polar d'action, parce que j'ai défini comme ça, polar d'action avec donc un polar avec des arts martiaux. Donc voilà, côté la noirceur du film mêlée aux arts martiaux, et ça fait un espèce de cocktail détonnant et passionnant. Carrément. Alors, avant de passer au casting, parce que on va avoir plusieurs noms que l'on connaît, est-ce que tu savais que le titre est connu sous plusieurs titres ? Enfin, le film est connu sous plusieurs titres. Ouais, mais du fait de vouloir l'exporter un peu à l'international, il a évidemment plusieurs noms, mais je vais te laisser en parler, évidemment, puisqu'on a bossé tous les deux le sujet, pour le coup. Donc, à l'international, en fait, il est connu sous le nom de Above the Law. Comme le film de Dolph Lundgren ? Ouais. Ah ouais, d'accord. Aux Philippines, il est connu sous le nom de Fight to Win 2, le reliant au film sans rapport, mais quand même avec The Magic Crystal. Ah, qui s'appelle Fight to Win, du coup, celui-là ? Ouais, tout à fait, aux Philippines. Voilà. Ah ouais, ok. Et qui est sorti chez Spectrum en 2021 ou 2022. Oui, qui est toujours dispo d'ailleurs pour info, ouais. qu'on peut toujours avoir pour à peu près une vingtaine d'euros. Je t'avouerai que ça commence à me faire de l'œil. L'édition est très très belle. Ouais, même le film, tu vois, ça, même s'il y a un côté un peu surnaturel dedans, ouais, il y a d'extraterrestre. E.T., ouais. Mais les combats sont très cool. Ouais, et puis c'est surtout que tu vois, c'est production hongkongaise avec Richard Norton et Cynthia Rothrock, ça me donne envie, quoi. Même si le film est peut-être un peu nanar, mais j'ai très envie de le voir. Donc au casting, comme on l'a dit, on retrouve Cynthia Rothrock, qui après le succès de Yes Madame se voit propulsée au rang de star à Hong Kong. Elle est dans un premier temps engagée sur un autre film, qui est Mr Dynamite. Malheureusement, en fait, Jackie Chan va se blesser et en fait, le tournage va être décalé. Et elle devait être la méchante du film. Ouais, la grande méchante du film. Ça aurait été cool. Avec l'affrontement final et tout ça, ça aurait été plutôt cool. Et en fait, la Golden Harvest, ils voulaient pas laisser le poulain partir. Et donc, en fait, ils l'ont mis sur un autre tournage. Et cet autre tournage, c'est Rotting Wrongs. Je pense qu'elle a gagné au change entre nous, parce que je suis pas convaincu qu'elle aurait eu autant de temps de présence à l'écran dans Mr Dynamite que dans Une flic de choc. Mais c'est pas ce qu'elle dit parce que dans l'interview de Mad Movies, elle regrette quand même de pas avoir joué avec Jackie Chan dans Mr Dynamite. Et elle pense qu'elle aurait eu une autre carrière, quoi. Ouais, sûrement. Ouais. Après, il y a pas mal de gens qui c'est Arnaud Lanuc qui justement dit dans les bonus du Chat qui fume, qui estime que oui, ça aurait peut-être propulsé sa carrière, mais elle a fait un grand film, quoi. Alors Mr Dynamite, c'est très bien. Mais honnêtement, si je dois mettre les deux à côté, je préfère Une flic de choc, pour le coup. Oui, non, c'est sûr. Après, c'est vrai que très loin. Après, oui, non, je suis d'accord avec toi. Après Mr Dynamite, comme c'était Jackie Chan, ça a encore mieux fonctionné. Il y aurait eu plus, voilà. Et ça aurait été drôle, par contre. Ça qui aurait été drôle, c'est que Cynthia Rothrock soit la méchante de Mr Dynamite et que Richard Norton soit le méchant de Nicky Larson. Ça, c'est voilà.
Ça aurait été, Parce que ah oui, ils auraient tous les deux joué avec Jackie Chan. Oui, c'est ça. Oui, pardon. Oui, pardon, je viens de comprendre. Pardon. Non, mais je t'en prie. Après, ça a été un tournage hyper éprouvant pour elle. Ça a duré plus de 5 mois et demi. Elle s'est blessée à de nombreuses fois. Et malgré cela, en fait, elle a suivi le conseil de Samung et de Richard Norton, c'est-à-dire qu'elle s'est pas plainte. Et elle a continué à bosser et à encaisser les coups. Et ça, je trouve ça assez impressionnant, sachant que dans le film, bon, elle se fait doubler. Le remaster montre que toutes les scènes où, en fait, où il y a des projections et tout ça, ce n'est pas forcément elle, mais c'est son compatriote Yun Biao qui fait ça, voilà, qui la double. Hein. Ouais, clairement, en fait, c'est là où on se rend compte que ce mec-là est juste fou, quoi. Et on va en parler parce qu'on va garder cette partie-là pour le côté martial, parce qu'on va intégrer aussi tout le côté cascade, parce que c'est quelqu'un qui, on va le dire, qui a d'une humilité assez folle et qui justement, pour le coup, force le respect, quoi. Donc vraiment un grand monsieur, quoi. Alors moi je suis étonné, j'ai appris quelque chose, c'est en cherchant dans les informations, je vais parler d'une autre personne du casting, c'est Roy Chiao, qui est le Shidoshi de Van Damme dans Bloodsport. C'est génial de le voir là, il joue il joue le juge en fait, quoi. Mais j'étais persuadé que c'était un japonais. Eh ben non. Non, mais voilà, c'est en faisant les recherches, je me suis dit, mais non, mais c'est pas un japonais. Okay. Mais c'est marrant de le voir. Le voir là dans le rôle du juge, c'est assez incroyable. Et sachant que dans la suite, enfin, entre parenthèses, ce n'est pas la suite, mais il joue l'avocat. Donc ça qui est le clin d'œil est plutôt sympa. Parce que là, beaucoup d'acteurs qui sont dans le premier, qui se retrouvent dans le 2. Alors on parle, on va le redire ici. Hein. On parle vraiment en termes de titres français. Hein. Une flic de choc 1, une flic de choc 2. Comme on le dit assez vite, il n'y a pas de connexion entre les deux, mis à part quelques acteurs qui reviennent. C'est ça. Ce sont deux films complètement différents. C'est des malins, parce que même le prénom de l'héroïne, c'est la même. C'est le même, ouais. C'est le même prénom. Mais bon, voilà. Et puis nous avons aussi un acteur qu'on va retrouver après dans Story of Ricky. Toi, tu l'as en DVD. Oui. C'est Louis Fan. Oui. D'ailleurs, dans le film, il a un gros problème capillaire. Il va se retrouver à les cheveux longs, puis d'un seul coup, les cheveux courts. Et mais bon, après, je pense que c'est par rapport à certains montages qui fait que à tous les coups, il y a dû avoir pas mal de reshoots. On a Melvin Wong. Qui est un crack des arts martiaux. Mais ouais. Il est vraiment un véritable crack. Alors, il me semble, je veux pas dire de bêtises, il me semble qu'il joue dans Super Cop 2. Mais je veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il joue dans Super Cop 2. Donc le spin-off de Police Story 3. Police Story 3, qui donne la part belle à Michel Yeo pour ceux qui veulent raccrocher un peu les wagons. Donc sûrement. C'est un mec qui a une tête connue en fait. Je pense que il a fait, tu sais, on se dit souvent, il a dû faire une carrière un peu aux États-Unis, etc. Et parce qu'en fait, il a une tête qu'on a l'impression d'avoir déjà vu dans plein de rôles. Mais en fait, on l'a vu partout. Et on n'arrive pas à forcément trop, en tout cas pour ma part, j'arrive pas forcément à trop remettre les films dans lesquels il est passé, parce que je pense qu'il a eu, il a une espèce de boulimie. Non mais en fait, tu regardes sa filmographie, il tourne encore en plus. Donc, parce qu'il est pas si vieux. Hein. Il est pas si vieux. Hein. Il a une 70 passée, peut-être, je sais pas. Il est 49. Donc sachant de regarder sa date de naissance. Donc il a quoi? Il a 76 ans aujourd'hui. Donc si je calcule bien. Et c'est vrai que moi je le voyais pas. Je sais pas pourquoi, mais je l'avais pas forcément identifié ce mec-là, cet acteur-là en tout cas, comme un artiste martial, quoi. Et là, il fait une démonstration de fou, quoi. Je me suis trompé, je l'ai confondu avec un autre acteur. Il joue pas dans Super Cup 2. Ouais, par contre, il est dans le sens du devoir 2. Bah voilà. Ok. Ah oui. Il est dans le. Mais tu vois, c'est voilà. C'est pour ça qu'il y a des connexions en fait entre. En fait, c'est rigolo parce qu'il y a tellement de comparaisons à apporter entre une flic de choc et le sens du devoir 2 parce que c'est le même réalisateur. On retrouve une partie du casting. Enfin voilà, il y a des choses qui se connectent et on se rend compte que les films, ils se tournaient
quasiment back-to-back, parce que Sans du devoir 2, c'est 85, Une fille de choc, c'est 86. Donc, tu vois, c'est des trucs très proches dans la timeline, et on suppose que façon, tu vois, tu gardes tes acteurs sous le coude, quoi. Le Sans du devoir 2, c'est grâce à ce film-là que Cynthia Rothrock a été embauchée après dans tous les films hongkongais, parce que c'est vraiment... Exactement, voilà, elle a montré ses compétences. Et on a aussi une autre artiste martiale qui est Karen Shepard. Ouais. Alors, Karen Shepard, en fait, c'est... alors, toi qui t'y connais niveau karaté, tout ça, j'ai vu qu'en fait, elle était la première femme championne possédant une ceinture noire. Et la première artiste martiale américaine à devenir une star de cinéma d'action, et jouant notamment dans le film The Shinobi Ninja. Ouais, alors je pense que c'est dans le truc, c'est la première championne. En fait, je pense que c'est la première artiste championne à posséder une ceinture noire en compétition. Écoute, alors j'ai pas poussé là-dessus, moi je me suis plutôt bien documenté vis-à-vis des bonus, puisqu'en fait Yuen Biao en fait rapporte, je crois que c'est lui qui en parle justement, parce qu'on a vu plein de bonus, on a vu plein d'interviews, etc. Donc peut-être que les choses se mélangent, mais ce sont des actrices, ces deux actrices-là étaient adversaires en compétition martiale. Elles ont toutes les deux fait du kung-fu, elles ont été adversaires, elles étaient compétitrices. Donc c'est assez rigolo de les voir s'affronter dans ce film-là, parce qu'elles se sont déjà affrontées en compétition. Donc c'est plutôt malin en fait d'avoir mis en fait leur rivalité sur écran, mais leur rivalité qui est bien présente dans la vie réelle. Donc ça c'est mais surtout que c'est très cool, je trouve. C'est Yuen Biao et Corey Yuen qui voulaient en vrai trouver une autre artiste martiale, une antagoniste, bien sûr, une antagoniste, et c'est Cynthia Rothrock qui propose à Karen Shepard, et Karen Shepard, elle accepte à 2 conditions. Donc la première condition, on va pas le dire parce que ça spoil le film, mais elle ne doit pas tuer un personnage. Et la deuxième condition, elle ne voulait pas perdre. Donc en fait, elle tourne sa scène, tranquillou bilou, sans perdre et sans tuer le personnage. Elle se casse, elle retourne aux États-Unis, il retourne la scène. Et vous connaissez la suite. Ouais, pour ceux qui ont vu le film. Ouais, mais c'est fou quand même, parce qu'elle a comment dire... c'est fou comme ils ont eu rien à faire, quoi. Mais c'est fou parce que même là, elle avait cette rivalité, elle allait jusqu'au bout ultime. C'est non, je peux pas perdre face à toi, quoi. On est rival dans la vie de tous les jours. Et en fait, elle a pas eu une carrière de fou. Et pourtant, je trouve que elle pète l'écran quand même. Je trouve elle passe bien à l'image, tu vois. Elle a une bonne tête. Martialement, elle est hyper intéressante. Et pour autant, derrière, il y a pas eu grand chose, quoi. C'est fou qu'en fait, en plus, elle a été repérée directement dans le film Shinobi Ninja, que j'aimerais bien voir, parce que j'ai vu la bande-annonce et franchement, ça me tente vraiment bien, sachant qu'il y a Eric Lee dedans. Donc, ouais. Je ne sais pas qui c'est. Waouh. Eric Lee, c'est aussi... tu vas dire encore que je force. Oui, tu forces. Talon of the Eagles. Ah, d'accord. Ouais, et le Cercle de Feu. Ouais, il m'a pas marqué. Voilà. Je suis désolé. Non, mais voilà. Mais ça m'a permis de sortir encore une fois de Jalmiri, donc je suis plutôt satisfait. Ouais, oui, je vois bien. Mais Karen Shepard, elle se bat bien. Elle a vraiment, même lors de la scène avec Cynthia Rothrock, quand elle maîtrise la chaîne et tout ça. Waouh! C'est quand même assez ouf. Ouais. Elle maîtrise vraiment bien, quoi. Donc c'est vrai qu'elle a pas eu une super carrière, et encore maintenant, tu vois, Cynthia Rothrock, tu l'as en tête. Karen Shepard, qui est vraiment la première au final, on l'oublie au final. Voilà, on l'oublie parce que c'est un film qui, Une fille de choc, a peut-être été un peu moins distribué par chez nous. Oui, voilà. Je pense. Et honnêtement, moi, j'étais passé à côté. Fallait vraiment être des initiés pour tomber sur ce film-là. Il a été édité chez Metropolitan dans le label en format italienne, là, que j'aime bien rappeler. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, pas trop passé à l'écran. Malheureusement, les films de Yuen Biao chez nous, comme tu l'as dit tout à l'heure, mis à part dans des Soif de justice ou Dragon Forever. C'était compliqué. C'était pas évident de le voir, et honnêtement, encore une fois, il est hyper sous-coté parce que il crève l'écran, c'est dingue ce qu'il propose. On va y revenir après, on va pas déflorer notre avis, mais ça va être chaud parce que
c'est un film hyper généreux, quoi. Enfin, franchement, voilà. Bref, on va continuer le casting. Moi, je vais juste rajouter un petit nom. Tu voudrais rajouter parce que je voulais te tendre. Deux petits noms. Deux petits noms. Et vas-y. C'est une des rares fois où on voit, enfin une des rares fois en tout cas, à notre humble niveau, vous avez peut-être les spécialistes vont peut-être nous sortir plein de noms. Mais c'est une des rares fois où, en tout cas, moi, c'était la seule fois où je vois Corey Yuen jouer un rôle. Ah oui, exact. Tu vois, grand rôle en plus. Hein, Ouais, il joue le sidekick le sidekick de Cynthia Rothrock, il joue un peu le mec un peu bonnet. Et pourtant, c'est un mec qui a des qualités martiales et de cascade, et pourtant, il le montre pas dans le film. Ouais. Donc, ça montre à quel point il se met en retrait au service de ces comédiens qui sont là, eux, pour délivrer, quoi, tu vois, pour personnage montrer vraiment hyper leur attachant. talent. Ouais. Et on va garder les choses quand même pour la vie, parce qu'il y a tellement de choses à dire en fait dans la vie que moi c'est un film qui m'a surpris sur plein d'aspects et en bien, et je m'attendais pas à ça en fait, et waouh. Bref, on se garde ça pour après. Et vous avez aussi, pour les fans de Jean-Claude Van Damme et d'un certain Karate Tiger, et qui est aussi un film de Corey Yuen, franchement tout est connecté, c'est assez dingue. Il y a un certain Pete Cunningham, Sugarfoot Cunningham, qui joue l'assassin, et qui est, pour ceux qui veulent raccrocher les wagons de Karate Tiger, qui est donc ce personnage afro-américain qui met une rouste au héros de Karate Tiger quand le personnage, donc le nom m'échappe, mais tu vas m'aider, Jason. Ouais, Jason, mais je cherchais le nom de l'acteur. Kurt McKinney. Ouais, Kurt McKinney veut s'essayer au karaté et il lui met une rouste. Et à la fin, Van Damme a une scène de combat contre lui aussi. Et c'est un mec qui, déjà à l'époque, quand tu le voyais se bagarrer, c'était ouf. Franchement, il avait un sacré niveau par rapport aux autres acteurs. Et donc là, il joue un rôle dans ce film-là. Il a même une scène de baston avec Yuen Biao qui est plutôt cool, mais qu'on va vous le dire ici, on n'a pas sélectionné parce que clairement, ça a été hyper chaud de faire le choix. Mais ouais, franchement, tu te dis, purée, il y avait du monde dans ces castings. Enfin, c'est quoi tous ces gens qu'on a déjà vus partout et que on est content de revoir. Alors, il y a plein de gens qui vont dire, mais il y avait aussi lui, il y avait lui. On va pas tous les citer parce que franchement, il y a plein de têtes connues. Il y a plein de second rôles connus. Tout à fait. Mais en tout cas, déjà, franchement, sacré casting en tout cas. Et tu voulais citer un autre nom? Non, c'était surtout deux petits noms, d'accord, ok. Ouais, c'était Pete Cunningham, Et je vais pour le coup, je vais te laisser parler du dernier membre du casting. Casting plus important, hein, bien sûr, parce que c'est le héros du film. Vas-y, je te laisse. Et puis en plus, Yuen Biao, alors encore une fois, on va faire un truc un peu de, parce que voilà, on rappelle, donc c'est un film qui a été réédité par Le Chat qui fume, qui nous a fait un triptyque en fait. Je dis triptyque parce que nous on a acheté les 3 quand c'est sorti, donc les 2 flics de choc plus évidemment Police Story 3, et on peut que vous renvoyer vers les interviews. Que ce soit à la fois de Yuen Biao, les petites capsules d'Arnaud Lanuc et aussi de ce qu'ont pu proposer le Ragging Fair Club. Ils ont fait une rétrospective par rapport à Jackie Chan, et forcément, en revenant un peu sur l'histoire de Jackie Chan, ils ont aussi parlé de Yuen Biao. Pour faire très simple et en faire un truc condensé, parce que l'idée c'est pas de vous saouler avec ça, parce que je pense qu'on en a déjà beaucoup parlé et vous trouvez déjà beaucoup de choses ailleurs, mais dans l'idée de ce qu'il faut retenir selon moi, c'est que Yuen Biao c'est une des 7 petites fortunes de l'opéra de Pékin, donc c'est les talents un peu de l'opéra de Pékin qui justement ont été repérés pour après derrière passer des castings et être embauchés en tant qu'acteur ou cascadeur. Et dans ces 7 talents, on retrouve forcément Jackie Chan, Sammo Hung, Yuen Biao, Corey Yuen, je vais y arriver à essayer de bien le prononcer, et puis d'autres personnes. Là, ce qui va nous intéresser pour le film, c'est que dans le même film, on a le réalisateur Corey Yuen et Yuen Biao, et ce sont des gens qui ont été formés à la fois donc au métier l'opéra de Pékin, avec des écoles qui sont à l'intérieur de ce grand giron de l'opéra de Pékin, qui ont été formés au cirque, à la cascade, aux arts martiaux, et puis à partir de ça, en fait, ça en a fait presque des surhumains, des machines, quoi. Et c'est vrai qu'il y en a un qui sort du lot quand même, je trouve. On peut dire plein de choses de Jackie Chan qui faisait toutes ces cascades. C'est un peu un mythe parce qu'il faisait pas toutes ces cascades non plus. Par contre, il y en a un qui faisait vraiment toutes ces cascades, c'est Yuen Biao, qui a fait des cascades super dangereuses. Il va reconnaître une seule chose, c'est ouf, pour le film,
il explique, ce que je vais raconter cette anecdote ici, il explique en fait la cascade de l'avion. Il y a un moment donné, en fait, Yun Biao, son personnage, va être obligé d'attraper un avion en vol. Donc il va expliquer comment s'est passée cette cascade. Donc je vous invite à aller écouter l'interview parce qu'elle est passionnante. Et il va surtout avouer que c'est la seule fois où il s'est fait doubler. Alors qu'il avait tout fait pour faire cette cascade. C'est-à-dire qu'il a été s'entraîner au saut en parachute, il a été formé par des parachutistes, il a fait des sauts en parachute, et il y a eu 2 raisons en fait que il s'est fait doubler 2 fois. Il s'est fait doubler donc une première fois pour le saut. Parce que du coup derrière pour des raisons il s'est pas senti en fait de le faire. Il y a eu un saut qu'il a dû faire aussi, qu'il aurait pu faire parce qu'il y a eu plusieurs plans en fait dans ce truc là, mais il y a eu la fois il s'est pas senti de le faire. Et il y a aussi autre chose, c'est que derrière il y a aussi au niveau des assurances, puisque le film a été tourné en partie en Nouvelle-Zélande, et la réglementation néo-zélandaise n'est pas la même qu'à Hong Kong, donc on lui a interdit pour des raisons d'assurance de le faire. Donc voilà. Et il explique aussi dans cette cascade, petite anecdote au passage, qu'il a fait un saut d'à peu près 20 mètres et qu'il y a eu un souci parce que l'espèce de chaîne en métallique qui le retenait a cassé, et donc il est tombé en fait. Ils ont gardé cette scène là, et il explique que c'est peut-être la scène la plus dangereuse qu'il a faite, et qu'il a bien cru qu'il aurait pu mourir par rapport à toutes celles qu'il a pu faire. Et on voit rien que dans ce film là, il fait des cascades de folie. Et on se dit, ah ouais, celle-là qui paraît pas à nous à l'écran dangereuse, il nous dit que c'est la plus dangereuse. Alors que il suffit juste de regarder les films des cascades qu'il a pu faire, il y a des trucs quand même assez chauds, où il a quand même pris d'énormes risques, et c'est un espèce de condensé, et c'est un mec qui, il le dit en fait dans l'interview, c'est quelqu'un qui est pas spécialement attiré par le métier d'acteur. Lui, ce qu'il veut, c'est juste s'éclater à faire des arts martiaux et des cascades. Et ça se voit, il s'éclate. Il essaie de trouver toujours plein d'ingéniosité pour faire les cascades toujours plus folles, toujours plus dingues, et là-dedans il s'éclate quoi, parce que il faut le dire aussi, dans ce film-là, il est en partie aussi à la chorégraphie des combats, donc il s'éclate, il se fait plaisir. Derrière il y a Corey Yun qui fait aussi toute la partie cascade, d'action, etc. Donc le mix de tout ça, il paraît qu'en sous-main, même si on le voit pas, Mangoy, qui va réaliser le 2e film, et en sous-main aussi en tant qu'assistant sur la partie cascade des combats sur ce film-là. Et la dernière scène finale, pour info, je sais pas si tu avais l'info, mais Yun Biao le dit dans l'interview, c'est Sammo Hung qui s'occupe de toute la partie chorégraphie et filmer justement cette dernière scène. Donc voilà, la boucle est bouclée. Parce que tu l'as pas dit, en fait, ce film-là, je vais rajouter juste ça ici, est produit par une des sociétés de production de Sammo Hung. Donc forcément, c'est pour ça qu'il est un peu derrière, un peu à la manière d'un certain Tsuyark, quand il produit les films, il est toujours quelque part derrière à essayer de mettre son petit grain de sel. mais c'est aussi un combat d'ego. Et c'est peut-être Yun Biao, c'est peut-être celui qui a le moins d'ego des 3, même des 4. C'est quelqu'un qui est hyper humble. Quand on l'écoute parler, déjà, moi je suis pendu à ses lèvres parce qu'il est passionnant. Mais il dégage une telle humilité, un tel recul que waouh, enfin ça force encore plus le respect que le mec qui dit oui, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. Enfin, il le dit avec tellement de détachement en fait que lui ça lui paraît normal, c'est son métier. Et honnêtement, franchement, plus on avance dans cette découverte des films d'arts martiaux, plus je commence à avoir de plus en plus de sympathie pour Yun Biao et d'admiration pour ce mec-là, qui est juste incroyable. Non, mais même, limite, il s'excuse de pas avoir fait la cascade, tu vois. Il l'annonce, alors qu'il aurait pu le garder, parce que ça se voit pas, tu vois. La doublure est vraiment. Non, tu la vois pas là. Tu la vois pas. Non. Et donc, il aurait pu dire, j'ai fait la cascade. Non, il le dit, il fait non. Et puis même limite, il s'en excuse en disant, non, j'étais préparé, tout ça, mais j'ai pas pu la faire. Et même lui, il trouve ça ridicule. Parce qu'il a fait des casquettes super dangereuses et au final, là, il n'a pas pu la faire, quoi. Il n'a pas pu la faire, il l'a pas senti. Il l'a pas senti. Comme il le dit. Et puis il explique en plus un truc tout bête, mais il me dit, ça aurait été à Hong Kong, en fait, j'aurais pas eu le choix, en fait. Ah oui, il aurait fallu que je la fasse, quoi. Et ce qui est assez fou, c'est que dans ce film-là, déjà, martialement, Yun Biao est juste dingue. Enfin, c'est fou ce qu'il fait. Ça fourmille d'inventivité, ça va dans tous les sens, c'est graphiquement hyper beau à voir, c'est très bien filmé, il faut le dire aussi, ce qui fait que ça rend le tout hyper lisible, et c'est là où on se rend compte, comme tu disais tout à l'heure avec le passage en haute définition, que en fait il fait tout, quoi. Il est partout, quoi. Alors je me demande si en plus de ça, parce que
bon, c'est quelqu'un qui ne voulait pas devenir acteur, ça ne l'intéressait pas. Lui, c'était faire de la cascade. Et je pense que quand on lui a donné, déjà, peut-être ça a été une libération aussi pour lui, tu vois, d'avoir son propre film, déjà. Il l'a produit, même si c'est via la société de production de Samung, mais il produit le film. Et je pense qu'en produisant le film, il s'est dit, il faut que ça soit pas parfait, mais je veux que ça soit un super film. Et donc, c'est pour ça qu'il est très contrôle fric, et donc il a essayé de tout faire, quoi. Et c'est vrai qu'il double pas mal de personnes. Oui. Cynthia Rothrock, la première, pour le coup. Oui, Karen Shepherd aussi, c'est lui. Ouais. Et puis je pense que d'autres personnages qu'on voit pas, mais qui doivent forcément doubler. Mais moi j'adore, ils vont jusqu'au maquillage. Non mais je trouve ça incroyable, quoi. Il va jusqu'au maquillage de Cynthia Rothrock et tout ça. Je trouve ça vraiment super d'aller jusqu'à. Mais c'est vous parce qu'il n'y a pas besoin de détails. On se dit des fois les cascadeurs, faut vraiment bien ouvrir l'œil pour pas les louper. Ouais. Là, tu peux pas le louper, quoi, parce qu'il y a des trucs. Alors, en fait, ce qui est assez fou quand même, c'est que dès la bande-annonce, on le voit. Et je me rappelle, je sais pas si tu te souviens, à l'époque, je t'avais mis un message, je dis putain, c'est fou. Le passage en HD, tu crames dès la bande-annonce en fait que c'est Yuen Biao qui s'occupe d'une grosse partie des cascades, puisque cette fameuse scène qui est teasée dans la bande-annonce où Cynthia Rothrock normalement est censée se jeter du haut d'un escalier pour tomber sur Karen Shepherd. Et ben en fait on le voit dès le saut que c'est Yuen Biao. Qu'est-ce qu'il fait avec une perruque? C'est génial, quoi. Mais c'est génial. Et c'est généreux. Enfin, c'est un film qui est extrêmement généreux. On va en parler justement dans la vie juste après. Ouais. Parce que j'ai fait le tour de ce que j'avais à raconter encore une fois. C'est pas de faire un roman sur Yuen Biao, puisque voilà, on connaît beaucoup leur histoire. Et c'est malheureusement quelqu'un, je terminerai juste par ça, qui a sa carrière qui a commencé lentement à décroître et qui a pas réussi à prendre le virage là où ses collègues ont pris le virage et qui va tout doucement mais sûrement disparaître un peu des écrans et se faire beaucoup plus rare. Et voilà, je trouve ça bien dommage, en tout cas. Ouais, totalement. Ouais. Et d'ailleurs, ça a commencé un peu à péricliter à partir d'une flic de Hong Kong, quoi. C'est vraiment. Alors, il a joué avec ses copains Samung et Jackie Chan, mais bon, petit à petit, sa filmographie. Alors, il a fait plein de films, hein, mais ça marchait beaucoup moins bien. Il a eu beaucoup moins de succès que ses deux potes, en tout cas. Malheureusement, parce que je sais pas trop ce qui s'est passé, mais je pense qu'en plus il y a eu une brouille. Oui. Aussi. Donc, parce que tu noteras que durant l'interview, il parle pas trop de Jackie Chan. Non. Voilà. Donc, et pourtant il se côtoie parce que bon, il a fait le Shanghai Kid, il a fait les cascades de Shanghai Kid et tout ça, mais bon, je pense qu'il y a dû avoir une belle brouille entre les trois. Qui fait que encore une fois c'est une histoire d'ego, faut le dire. Oui. C'est vraiment une histoire d'ego et qui fait que ça devient compliqué. Je pense qu'il y a des gens qui arrivent à passer à autre chose, à prendre ce virage en partie américain et à devenir internationalement connu, même si je pense que des trois, voire même si on prend tous cette fortune-là, ça reste Jackie Chan qui a pris toute la lumière, c'est ça, et qui a pris le boulard qu'elle avait aussi. donc c'est comme ça. Malheureusement, c'est Arnaud Laluc, il en parle bien, il arrive à trouver justement le moment où ça commence un petit peu à diminuer, et encore une fois, c'est bien dommage parce que c'est quelqu'un qui a encore tellement de choses à apporter. Et... Tout à fait, Mais bon, c'est comme ça. Avant de passer à notre avis, juste pour expliquer aux auditeurs et auditrices, donc en fait, dans notre DVD de Flic de Choc, on a deux versions. On peut passer 2 minutes sur le contenu du DVD, prendre 2 minutes pour le dire, exactement, Donc en fait, dans le contenu, alors vous inquiétez pas, en fait, au moment où il y aura le podcast qui sortira, il y aura la vidéo avec l'unboxing qui est en préparation, donc il n'y a pas de souci pour ça. Mais on vous montrera pour le coup l'intérieur du DVD, mais c'est vraiment pour vous expliquer. Et nous aussi, ça nous a marqué. C'est pour ça que je vous ai dit que on avait passé notre week-end à regarder ce film-là, parce que en fait, il y a deux versions. Il y a la version hongkongaise, donc qui est pas forcément la version internationale. Oui. Tu as l'anecdote ou pas? Alors, moi, j'ai la version, l'anecdote disant que la version hongkongaise est sortie au cinéma à la séance de minuit et que les spectateurs n'ont pas aimé la fin du film. Oui. Et donc, à partir de là, ils se sont dit « Ah,
Bon. Alors, oui, en fait, juste le petit postulat de départ. Il faut savoir que le scénario de base, comme il avait été écrit, c'était en fait la version chinoise. Ouais. Avec la fin qui est, entre guillemets, un peu plus optimiste. Voilà, on va le dire comme ça, parce que même cette fin-là, elle est un peu bizarre. Ça n'a pas plu à Corey qui a décidé de faire un truc un peu plus frappant, parce qu'il dit, attends, on fait un polar, on n'est pas là pour déconner. Donc, il a fait cette fin nihiliste qui a été présentée, et qui, du coup, pour le coup, a pas plu. A beaucoup déplu parce que y a une conclusion. Et encore une fois, je vais pas vous spoiler parce que moi, franchement, c'est un film qui, je n'en savais rien et ça m'a surpris. Et même, je veux dire, la scène qu'on a choisie, pour le coup, n'est pas spoilante, pour le coup. Ouais, c'est ça. Oui, non, totalement. Donc, voilà. C'est aussi peut-être, on n'a pas fait exprès, mais j'ai un peu forcé là-dessus. Puis, finalement, avec du recul, je me dis, c'est bien, parce que moi, comme ça, on spoilera vraiment pas le film. Et la scène est vraiment très cool. Donc voilà, c'est ce cheminement-là qui fait qu'il y a eu quand même plusieurs versions. Et dans la version la version HK, il y a une fin alternative à la fin principale. Oui. Qui n'apporte pas grand-chose. Qui n'apporte pas grand-chose et qui était... je trouve que la scène, ça donne encore plus le seum, quoi. Ouais, ça renforce le côté nihiliste de l'histoire. Ouais, c'est ça. Tu vois. Ouais. Et pour le coup, après, il y a la version chinoise qui est un peu plus la version internationale, mais après, il existe une autre version qu'on n'a pas. Et je pense que c'est cette version-là qu'on a eu en VHS à une époque. Oui, je pense aussi. Donc, la version chinoise, en fait, elle dure plus longtemps, elle dure 1h40. Donc, la version hongkongaise dure 1h36, la version chinoise 1h40 avec une nouvelle fin, avec quelques scènes rajoutées. C'est pas flagrant. Non. Juste l'introduction d'un personnage, on apprend plus le grand-père et le petit garçon, le jeune homme, voilà, le lien entre les deux. On l'avait pas forcément dans la version congaise. Et alors celle-là, voilà, je pense qu'elle a totalement disparu. Parce que il me semble que c'est la version qu'on avait en VHS, c'est la version américaine qui durait 1h32. Voilà. Et ça, en l'occurrence, je crois que c'est la fin chinoise qui est reprise. Ah, d'accord, ok. Voilà, ouais. La fin qui est entre guillemets un peu plus positive. C'est ça, totalement. On va parler de notre avis cette fois-ci. Vas-y, je te laisse donner ton avis sur une flic de choc. C'est une dinguerie. C'était génial. Ah non, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. C'était un film que j'ai découvert pour la première fois. Et waouh! Déjà, la claque de la violence, la claque de la noirceur de ce film, tout est trop bien. C'est un film, tu disais tout à l'heure, il dure 1h40, il est ultra bien rythmé, on s'ennuie pas, l'histoire elle est super cool, elle est assez basique, elle est assez classique, mais j'aime beaucoup cette idée de avocat le jour, justicier la nuit. On est d'accord, hein, c'est une écriture qui est acculée, qu'on a déjà vu, etc. D'ailleurs, alors je l'ai pas vu, mais je me dis purée, ça m'a tout de suite quand j'ai vu le film, je dis purée, on dirait que Donnie Yen s'est vachement inspiré de ce film-là pour faire son prosécuteur, qui a l'air de ressembler un peu dans le principe. Je l'ai pas vu. Je sais pas si c'est le même principe. En tout cas, on nous l'a vendu comme ça. En tout cas, dans la bande-annonce d'un avocat qui se fait justice lui-même après derrière. Mais là, je trouve que Yuen Biao, il est au sommet de son art, quoi. Au niveau des cascades, au niveau des combats. J'adore Cynthia Rothrock dans ce film. Elle irradie la pellicule. Elle a une beauté. J'adore. Franchement, je suis sous le charme de ce film. Et c'est un film qui est hyper généreux, qui a tellement plein de bastons, qui a des rebondissements, qui a des twists, qui est sans concession, qui personne n'est en sécurité, voilà, c'est pas le Game of Thrones du cinéma HK, mais pas loin. Mais non, franchement, j'ai adoré. Le fait de le revoir dans différentes versions, j'ai autant kiffé le revisionnage. Donc, non, franchement, je regrette pas mon achat. J'avais enchaîné avec le 2, qui est très bien aussi, mais qui a un ton différent. J'ai comparé dans le ton pour vous donner une petite idée. Les films sont pas connectés non plus, mais pour moi, c'est un peu les mêmes tons que dans Tiger Cage 1 et Tiger Cage 2. C'est-à-dire que le Tiger Cage 1 est un polar dur, froid. Il paraît que c'est pas de cadeau. Il y a un peu d'humour, mais c'est pas le truc.
Et le Tiger Catch 2 a une autre ambiance en fait. Toi, c'est beaucoup plus basé sur de l'humour, sur du gag et compagnie. Alors, je dis pas qu'il y a un peu plein de gags dans Une flic de choc 2, mais c'est beaucoup plus léger en fait. Et bref, en tout cas, pour Une flic de choc 1, Righting Wrong, c'est la révélation Yuen Biao, c'est le duo Yuen Biao Cynthia Rothrock qui marche super bien. Et franchement, c'est devenu un incontournable pour moi. C'est une petite pépite qu'il faut foncer découvrir chez le Chat qui fume, qui a fait une super restauration. Non, tout est cool. La bande son, je te laisserai en parler, mais elle est top. Enfin non, moi j'ai adoré et je vais pas aller plus loin parce que je vais me répéter, mais ça a été une super découverte et j'adore encore être surpris en 2025 à découvrir des films des années 80 que j'ai jamais vus et de me dire purée mais je suis passé à côté de ça quoi et j'ai loupé un truc énorme et je suis tellement content de le découvrir aujourd'hui avec le bagage qu'on commence à avoir maintenant dans Aiki, dans ton podcast, parce qu'on commence à manger de ces films-là. Donc on voit plein de têtes connues, on commence à raccrocher les wagons, en disant ah lui je l'ai vu là, et c'est tellement gratifiant et c'est une récompense en fait quoi, c'est un petit bonbon quoi. Mais alors, je suis d'accord avec toi sur Flic de choc. Moi, le seul truc que je savais sur Flic de choc, c'était un extrait qu'il y avait sur la VHS des plus beaux combats d'arts martiaux au monde. Le fameux. Ouais. Et il montrait un extrait. Alors, il y avait la voix off. Donc, la voix off, c'était John Saxon, mais c'était Daniel Beretta. Qui disait et oui, cette fois-ci on découvre une scène de Flic de choc avec Yuen Biao et Cynthia Rothrock et je me dis waouh, ça doit être incroyable ce film. Et alors ce qui était plutôt drôle, c'est qu'il il montrait Yuen Biao comme le méchant dans l'extrait. Ah ouais. Oui, c'est qu'il y a des passages où il pourrait être un peu le méchant. Oui. Et donc là, dans cet extrait-là, il montrait vraiment que ça pouvait être le méchant, mais je me disais, wow, ça devait être incroyable. Et donc, dans la vidéo, il montrait que Cynthia Rothrock, c'était une superstar. D'ailleurs, elle a une interview, elle est sur son âge de Sheena O'Brien. Enfin, vraiment, c'est assez fou de voir cela. Et c'est vrai que je voulais voir, j'ai toujours voulu voir ce film-là. Et merci le Chat qui fume. Parce que j'ai enfin pu voir ce film et l'attente a été bonne quoi. Ah oui. Ah non mais l'attente a été bonne et dès le jeudi soir j'ai regardé quoi. Ouais. J'étais un peu hypé parce que je l'ai reçu avant toi et je t'ai dit c'est incroyable. Je t'ai dit faut que tu y ailles, tu fonces, tu t'arrêtes tout ce que tu fais, tu vas regarder ça parce que c'est fou quoi. Enfin je veux dire et puis encore une fois, enfin c'est ok le rapport de l'argent etc. mais c'est 25 € pour une pépite pareille. Franchement, foncez quoi. Franchement, le Polystory est super. Polystory 3 est un super film que j'ai adoré voir, adoré découvrir quelque temps. Mais je pense qu'une flic de choc, enfin Righting Wrong, il est pour moi il est supérieur parce que il vient taper dans tout ce qui me fait kiffer quoi. Et des meufs badass. Des scènes de combat règle au millimètre, de la cascade, enfin des trucs toujours plus loin, toujours plus fort et puis encore une fois, j'ai repris la balle en vol. Hein, je te relaisse parler après, mais on découvre le bon cinéma de Corey Yuen quoi. Tu vois, si on s'en était resté à tout ce qu'on a eu en diffusion, on avait Karate Tiger 1, peut-être avec un peu de chance, on avait vu Karate Tiger 2. Qui sont pas des mauvais films, hein, mais on peut leur trouver un côté très sympa. Mais on se dit, mais purée, mais attends, il a fait ça à côté, quoi. Qui a moins bien été distribué, qui a moins bien été popularisé, enfin en tout cas à mon niveau, à moi, à mon humble échelle. Je veux dire, enfin, j'étais passé complètement à côté. Pour moi, c'était inconnu au bataillon, ce truc-là. Tu vois, et là, ça ressort. Tu te dis, mais ah ouais, Corey Yuen, en fait, c'est un crack, quoi. Et on est passé à côté. Et après, j'ai découvert plein d'autres films avec qu'il a fait avec Jet Li dans sa période hongkongaise. Des trucs vraiment ouf quoi et tu te dis waouh c'est un sacré mec en fait quoi c'est un mec qui a compté pour le cinéma HK quoi. Ouais c'est vrai et je vous dis ça avec le regard de quelqu'un qui découvre un peu a posteriori. Tous les gens qui suivent ça depuis des années vont me dire ouais bah tu dis des facilités ouais peut-être mais moi je le découvre vraiment avec un œil je me suis mis à fond dedans depuis 2 ans donc depuis 2023 je bouffe du cinéma HK, je rattrape mon retard et forcément je vous donne l'œil d'un mec qui découvre ça là maintenant, donc qui est hyper hypé et qui transmet tout ça quoi. Non mais c'est pas ça, c'est que quand tu prends la carrière de Corey Yuen pour quelqu'un qui n'a pas regardé de film HK, c'est le transporteur quoi. C'est le transporteur, c'est Dead or Alive,
Ouais. c'est Karate Tiger. Enfin voilà, à un moment donné, c'est vrai que tu te dis ah bon, quand tu commences à creuser et que tu vois son cinéma et tu fais oh, ah oui, il a réalisé ça, ah oui, il a réalisé ça, ah oui, il a réalisé. Ah ouais. Et c'est vrai que et c'est là en fait on voit la différence, c'est que notre premier avis, et ce serait intéressant maintenant peut-être de refaire l'épisode, mais notre premier avis sur Yes Madame, on n'est pas tendre avec Corioun. Ouais. C'est vrai. C'est vrai, non mais alors mais non, en même non, temps, attends, je refais ce que je me souviens. Ouais. Bien ce qu'on avait dit. Alors encore une fois, vous pouvez réécouter l'épisode. Moi, j'ai dit que les scènes de baston étaient oufissimes, et ce que j'avais beaucoup de mal avec ce film-là, c'était pas la réal, c'était l'humour que je trouvais vraiment compliqué, que j'adhérais pas du tout, et que j'étais pas rentré dans l'humour parce que je trouvais ça trop, enfin ça me sortait du film. Mais par contre, j'avais dit que tout ce qui était baston et scène de trucs, c'était complètement ouf. Mais c'est vrai que. Mais il faudrait quand même que je le revoie. Avec un meilleur bagage. Mais je l'ai en plus. Parce que, mais parce que en fait, du coup, maintenant qu'on en a vu plein, on peut comparer, on peut se dire ah ouais. Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il y a une ressemblance avec Tiger Cage. Et en plus, la ressemblance non, mais il y a un lien puisque c'est Jackie Chung qui chante la BO finale de. Ah, je me demandais qui c'était. D'accord, ok. J'ai pas regardé. Righting Wrongs, qui est vachement bien. Ah, le thème est vraiment. Le thème est vraiment très très cool. Très cool. Allez l'écouter sur Spotify parce qu'honnêtement, malheureusement, on s'excuse, on va mettre de moins en moins de morceaux de musique. Alors, on mettra quelques courts extraits audio, la bande-annonce, mais le problème c'est que Spotify s'est lancé dans une quête acharnée de striker tous les contenus avec de la musique. Moi, pour mon titre perso, j'ai mon podcast manga où j'ai des morceaux, où j'ai reçu 3 morceaux à régler, sinon je me les fais striker. Donc honnêtement, je me suis pas pris la tête, c'est des vieux épisodes, mais je vais pas m'amuser à tout corriger, j'ai pas que ça à foutre. Mais voilà, donc on fera peut-être. Alors, je me fais juste une petite digression très rapide. On va peut-être copier honteusement, alors parce que c'est les derniers à avoir parlé, c'est l'ASP Podcast, qui parlait justement de faire une playlist Spotify ou partagée. Parce que tu peux, ou dedans, ils mettraient tous les morceaux des films traités dans une playlist. Ah oui, si on peut, Et c'est pas une mauvaise idée en vrai. Tu vois, on pourrait le faire et voir si on peut le faire aussi on peut partager des playlists sur Apple ou pas? Apple Music? Je crois pas. Hein. Je sais pas du tout. J'ai pas l'impression. Mais Spotify, tu peux faire une playlist publique, tu vois. Donc on pourrait faire une playlist Aiki dans ton podcast en reprenant tous les films qu'on a traités et on met à chaque fois 1 ou 2 titres cultes de chaque film qu'on a traité. Il faudrait qu'on s'y mette, toi. Et là, comme ça, on sera tranquille et on renverra les gens vers notre playlist partagée, toi, à la limite. Pour régler ce problème de droit un peu casse-pied, quoi. Et puis même au niveau des extraits et autres, pareil, on en mettra moins, puisqu'on se fait striker par YouTube. Donc oui, je pense que la politique, la politique des copyrights et tout ça est de. Alors c'est entre nous, c'est normal de protéger les copyrights. Après, nous, on n'a pas vocation à à voler le contenu de qui que ce soit. On est plus dans un outil d'illustration. Alors, on n'a pas réussi à trouver encore le bon dosage, c'est-à-dire de soit réduire la durée de l'extrait pour que ça passe, parce que peut-être supérieur à un certain temps, c'est considéré comme tu vois, faudrait peut-être mettre que 20 secondes, tu vois, ou 30 secondes, tu vois. Et au-delà de 30 secondes, il nous dit, ah bah non, vous êtes en train de diffuser du contenu protégé, ça passe pas. Donc ouais, ça devient un peu compliqué, parce que c'est toujours bien d'avoir ça rend le truc un peu ludique, d'avoir des épisodes avec des morceaux, des extraits, etc. Mais c'est vrai que le fait d'être démonétisé, on s'en fiche, on n'est pas là pour gagner de l'argent, mais c'est qu'on a un point où la vidéo elle est carrément bloquée, quoi, et on est obligé de retoucher les trucs pour pouvoir qu'elle puisse être publiée, quoi. Et on sait que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et nous regarder sur YouTube, quoi. Mais bon. Enfin bref, revenons à nos moutons. Oui, petite digression, désolé. Non, mais pour le coup, comment dire, c'est Jackie Chung qui fait la BO du film. Les scènes d'action sont assez incroyables. Même le sound design, je trouve qu'il est assez ouf. Et puis les chorégraphies, tous les combats, en fait, c'est du pain béni. Il n'y a rien acheté. Il n'y a rien acheté. On a été en difficulté. C'est vraiment, je crois que c'est la première fois où on est en difficulté pour choisir la scène. Parce que on se dit, mais quelle scène on va choisir? Tout est cool, quoi. Tous les combats sont vraiment top. Et puis, même s'il y en a beaucoup, c'est pas un trop-plein. C'est bien équilibré. Ouais. Et je trouve ça vraiment intéressant. Et puis Yum Yao, quel charisme de ouf.
Enfin, c'est vraiment, il porte le film. Il est assez incroyable dans ce rôle de avocat le jour, vengeur la nuit. Je trouve ça vraiment, vraiment top. La première scène où il enfile ce costume-là, il Ouais, il puis est sensationnel. t'as des gros plans sur le fait qu'il se bande les Ouais. mains. Ouais, Il y a un c'est, côté très un peu Rocky, tu vois, un peu ouais, horreur, tu vois. ouais. Bon, Rocky Mais était déjà sorti. En oui, plus, pour oui, le coup. oui, mais il enfile son costume, quoi. Tu vois, c'est vraiment. C'est Et dans puis, celui-là. Attends, je viens d'avoir un flash là. Est-ce que c'est dans celui-là ou est-ce que c'est dans le 2 qui a un poster de Stallone dédicacé? Tu l'as pas fait gaffe, ça? Non, c'est dans le 2. C'est dans le 2, J'ai hein. vu Stallone. Dans le 2, il y a un poster ouais, de Stallone ouais, dédicacé, donc ouais. tu te dis. C'est dans le 2. Hein. Ouais, c'est dans le 2. Je les ai vus très proches, mais Ouais, je crois c'est qu'il pour me ça semble que c'est que dans ça le 2. vient Ouais. de me flasher là. Mais pour le coup, ouais, vraiment un très 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 bon film. Et voilà, il y a juste la fin qui varie et donc je vais préférer une version par rapport à l'autre. Mais Tu préfères laquelle du coup, toi? moi, je préfère la version hongkongaise. Moi aussi. Voilà. En termes de montage, en termes de montage et de fin, je préfère la version qui est dans hongkongaise. la lignée, même si c'est pas celle qui avait été écrite en premier, je trouve que la vision de Corey Yun d'imposer cette fin-là est en fait assez cohérente avec l'ensemble. Oui, voilà, c'est ça. Quitte à être défaitiste, nihiliste, mais dans le côté très noir, tu vois, la noirceur du film, tu joues le truc à fond, quoi. Oui, voilà, ouais. Et ouais, non, franchement, ouais. Et beaucoup plus probable pour le coup. Oui. Plein de choses, vous allez comprendre. Ouais. Bref, on n'en dit pas plus. Est-ce que tu as des choses à rajouter sur... Non, on peut passer à la scène. Eh ben, on va passer à la scène que l'on a choisie. Voilà. C'est beau. Ouais, je sais. Ah, il faut savoir que moi, j'ose pas trop crier parce que je suis dans un hôtel. Donc, si je me mets à crier, ça va frapper à ma porte. Mais ça va pas ou quoi? Mais il est fou, mec. Je crois que c'est la première fois qu'on se retrouve en difficulté sur la scène parce que grosse difficulté. Parce que là, en fait, concrètement, en off, ça s'est choisi là, il y a juste avant l'épisode. Hein, vraiment, genre 2 minutes avant, quoi. 2 minutes avant, on hésitait entre deux scènes. On hésitait avec la scène finale. Mais après, on a éliminé aussi un paquet. Hein, oui. Il y en a plein des cools. Hein. Et puis, on a choisi une scène vraiment qui mettait en avant aussi Cynthia Rothrock. Oui. Et d'ailleurs, moi, je suis content qu'on ait choisi cette scène-là, parce que c'est la scène qui apparaît dans le documentaire Les plus beaux combats d'arts martiaux. C'est pas fait exprès, mais ça fait le lien. Voilà, ça fait le lien. Alors, je commence. Alors tu peux la resituer, on va dire un peu dans la timeline sans trop la contextualiser pour pas spoiler. Ouais, en fait, en gros... c'est la moitié du film, on peut le dire. C'est la moitié du film. Yun Biao cherche les coupables, on va dire, enfin ceux qui pour faire très vague, veut mettre en prison. Et pour le coup, un des gars qui veut mettre en prison est mort quand il arrive. Oui. Et pour le coup, il se rend compte que qu'il est mort et il se dit je vais sortir, ça ne sert plus à rien que je sois là. Et là, il y avait Cynthia Rothrock, la flic de choc. Qui était derrière lui et qui pointe son arme. Et là, ça va castaner sévère, puisqu'en fait, concrètement, la scène, on peut pas dire qu'elle... Enfin, ça part dans tous les côtés. On peut pas vous la faire pas à pas. Non. On vous invite à googler, à la regarder sur YouTube. Mais elle est compliquée à décrire. Mais ce qu'on peut dire très rapidement, c'est que c'est un savant mélange entre du câble, de la chorégraphie au sol bien rythmée, bien cadencée, et un très bon jeu du chat et la souris, du gendarme et du voleur, un peu dans ce principe-là, avec un très bon moment où il y a un jeu avec des menottes qui fait écho à la première scène où on voit Cynthia Rothrock. Qui vient répondre à cette scène-là et qui fait que cette scène-là fonctionne très bien parce qu'on repense à la scène du début, on voit Cynthia Rothrock justement jouer avec les menottes. Et on lui dit, voilà, vous êtes trop forte, vous avez réussi à arrêter 4 personnes alors que vous aviez 2 paires de menottes, quoi. Mais moi, ce que j'adore dans cette scène-là, c'est en termes de unité de lieu.
Oui. En fait, c'est un plan qui est très très restreint. On dirait qu'on est dans une petite pièce. Je trouve ça vraiment incroyable. Ouais. C'est que en même temps, on a l'impression qu'ils sont dans une petite pièce, mais en même temps, ils arrivent à se déplacer, à comment dire, à donner des coups de pied, mais quand ils veulent, l'espace, optimiser l'espace le plus possible. Et je trouve ça vraiment 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 chouette parce qu'ils vont jusqu'à se poursuivre dans les escaliers. J'adore quand Cynthia Rothrock, elle saute carrément à un moment donné, elle est sur la rambarde des escaliers pour atteindre l'escalier du dessus, et elle va sauter. Je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment top. Et puis bon, après, donc ils font toute la bataille dans le combat dans la maison, puis après ils vont arriver sur le balcon, où encore là il va y avoir un autre combat, et c'est là qu'elle va sortir les menottes. Et au départ, elle gagne le combat parce que comment dire, Yun Biao est sur le dos, elle est dessus, et concrètement c'est quand même assez équilibré, même si on sent qu'elle peut prendre le dessus à tout moment, quoi. Ah oui, elle peut prendre le dessus à tout moment, et puis à un moment donné elle va se relever, et c'est là que lui va noter sa technique de menottes, et il va la prendre à son propre piège. Donc ça, je trouve ça vraiment vraiment très très chouette. Et c'est à la fois, comment dire, un combat qui est hyper bien chorégraphié. Ouais, hyper bien, ça fait preuve de beaucoup d'ingéniosité, en fait, ce combat-là. Ouais. C'est-à-dire que c'est hyper malin. Millimétré, hein. Ouais, il y a un timing, encore une fois, on n'arrête pas de le répéter, mais ils ont un sens du timing dans la chorégraphie martiale, ce qui fait que c'est à la frame près, quoi. Tu vois, c'est vraiment, tu vois, c'est vraiment c'est pas à côté, quoi. C'est vraiment timé comme il faut. Et ce qui fait que ça a bien matché avec Cynthia Rothrock, même si elle a un peu doublé sur certaines scènes. Oui. Notamment les scènes où ça la met en danger, ou les scènes où elle peut être un peu limitée. Aussi, mais même où c'est un peu limité, tu vois, quand elle monte sur l'escalier, tout ça, c'est pas elle, tu vois, enfin voilà. Mais ce que je veux dire là, c'est que c'est quelqu'un qui a réussi en fait à s'adapter en fait au timing des chorégraphies de combat hongkongaises. Et Yun Biao, il est hyper dithyrambique en fait sur elle, parce qu'il dit qu'il est impressionné en fait par ses qualités martiales, sa capacité justement à intégrer tout le rythmique des combats, et surtout qu'elle a un kung-fu impressionnant. Et il le dit, alors sans faire de misogynie ou quoi que ce soit, il dit que pour une femme, franchement, elle a rien à envier à ses compères masculins, parce que elle est, en termes de capacité, elle est ultra musclée, elle est ultra affûtée pour donner de l'impact à ses coups. Et c'est vrai que ce qui est hyper impressionnant, c'est qu'on a l'impression que, comme toujours, on a l'impression que ça tape un peu quand même, hein. Et on sent qu'elle, en tout cas, elle a une certaine puissance de frappe qui égale celle de Yun Biao, en tout cas dans l'impression que ça donne de la chorégraphie, ce qui rend le truc hyper intéressant et hyper cool à regarder, quoi. Franchement. Mais encore une fois, il y a rien acheté dans ce film, quoi. Enfin, franchement. Non, il y a rien acheté. C'est vraiment un super, c'est un super film, et les combats sont tous incroyables. Ouais. Et celle-là, voilà, c'était comme tu disais, hein, c'était pour parce qu'elle a un côté, comme tu disais, quand tu disais tout à l'heure que justement c'était hyper resserré, mais pour autant ça n'engage en rien la lisibilité de la scène. Non. Par contre, c'est hyper lisible. Et c'est hyper ingénieux, parce qu'ils en viennent même à jouer avec le corps du défunt qui est dans cette scène-là. Ce qui fait quoi, dans une scène qui est hyper ludique, qui a un côté très théâtral aussi dans sa mise en scène, mais qui marche super bien. Et ce qui fait que c'était bien, parce que c'est aussi le film de la consécration pour Cynthia Rothrock. C'est le film qui met en avant Yun Biao. Ils ont un super duo, donc quoi de mieux pour illustrer un super duo? C'est un super combat entre les deux, et parce qu'ils sont avant tout ennemis, mais on se doute bien que ça va, à un moment donné, ils vont devoir faire équipe. Enfin bref, en tout cas, c'était, je trouve, une super scène pour illustrer ce qui fonctionne bien, en tout cas, dans ce film. Bon, mais écoute, mon cher Seb, je crois que voilà, on a enfin fait cet épisode sur une flic de choc. Et c'est cool. Et c'est cool. On reviendra avec Cynthia Rothrock pour une flic de choc 2, c'est sûr et certain, parce qu'on a beaucoup apprécié le film aussi. Donc voilà. Écoute, on a terminé. Ouais. On a terminé. Alors, je l'ai pas dit au début. J'aurais dû le dire au début. Il faut que je m'habitue. Mais voilà. Mais voilà, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur vos applications de podcast afin que l'on soit référencé. Et pareil, continuez à nous envoyer des commentaires sur YouTube, parce que c'est cool, hein.
parce que c'est vraiment cool de pouvoir vous répondre et notamment de pouvoir, parce que vous partagez des idées, des souvenirs et tout ça, et c'est vraiment cool parce que nous, ça nous fait extrêmement plaisir. Ouais. Et donc voilà. Donc continuez. Ouais, il y a du très très lourd qui arrive. Il y a un joli programme qui arrive. Il y a du très lourd. Déjà, on peut dire que dans 15 jours, il y a le nanar. Mais on l'avait teasé déjà de base dans le précédent épisode, donc c'est Samouraï. Ouais, on peut le dire. Qu'on traitera. Et puis après, si tout va bien, une petite surprise. Si tout va bien, voilà, petite surprise. On le dit parce que potentiellement cette surprise-là, on l'enregistre dans la timeline, on l'enregistre demain. Donc, mais on peut pas dire ça. On va croiser les doigts. Faut pas que ça nous porte de la Shkumun. Si vous n'entendez pas ce passage que vous entendez actuellement, enfin bref, vous avez compris, c'est que ça le fait. Sinon, c'est qu'il y a eu un problème. Mais pour le coup, donc ça Samouraï et puis après, ça sera du très lourd qui va arriver, du très très lourd. Ouais. Donc voilà. Il y a peut-être un film qu'on avait annoncé ou qu'on a teasé, qu'on a reçu dans ces fameux DVD du Chat qui fume, que toi t'as commencé à revoir. Moi je l'ai vu il y a un petit moment déjà, maintenant il y a peut-être une petite année. Et on est en train d'avoir un petit doute sur le côté iKick compatible. Voilà, je l'ai pas vu en entier. Hein. Donc, mais il me semble qu'il y en a une ou deux qui peuvent faire le taf. Mais il faudrait que je le revoie dans des bonnes conditions aussi. De toute façon, on a mis matos, hein. Vous inquiétez pas. Si c'est pas celui-là qu'on fait, on en fait un autre. Il n'y a pas de souci. Sur ce film-là, grosse restauration de malade. Juste ça. Ok. Plus que sur Flic de choc. C'est incroyable. Franchement, ouais. J'étais impressionné. Impressionné par la restauration. Ouais, voilà. Bon, j'ai très hâte. Donc voilà, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour un Geek dans tes films préf. Oui. Et puis dans 15 jours pour un Geek dans ton podcast. Allez, ciao. Ciao tout le monde. Je connais le Kung Fu. Prouve-le-moi. 4e 4. Le petit dragon accroche sa proie. Et avec sa queue, il frappe. Bien joué. Mais une brique ne rend jamais les coups.